Excellences, très chers invités, amis de l'Institut Schiller. Quelle joie de pouvoir saluer personnellement des personnes de tant de nations ici à Strasbourg, après que les circonstances nous aient contraints à tenir nos conférences Schiller uniquement de manière virtuelle pendant plus de 3 ans. Mais nous avons fait bon usage de ce temps en rassemblant tant de nouvelles forces dans le monde entier, afin que nous puissions maintenant intervenir ensemble à ce moment crucial de l'histoire mondiale pour créer un nouveau paradigme pour l'avenir de l'humanité. Disons-le d'emblée, même si notre continent se trouve dans une crise existentielle, nous ne laisserons pas sa chute se produire, mais nous ferons vivre le meilleur de ce que la culture européenne a produit et qui est maintenant enfoui derrière les bulles d'une contre-culture décadente et la barbarie de l'éternel hier. Et nous l'intégrerons dans la création d'un nouveau paradigme. Nous nous trouvons sans aucun doute dans le moment le plus dangereux auquel l'espèce humaine ait jamais été confrontée, car nous sommes extrêmement proches de l'extinction de l'espèce sur cette planète, qui serait la conséquence d'une guerre nucléaire mondiale. Et contrairement à la propagande des médias de masse transatlantiques, le danger n'est pas une conséquence de la guerre d'agression non provoquée par la Russie, ni de la revendication de puissance impériale de plus en plus agressive de la Chine, non, mais du jeu sans scrupules avec le feu nucléaire de la part des forces transatlantiques qui tentent par tous les moyens d'exercer une domination unipolaire sur le monde, à un moment où le monde a depuis longtemps évolué dans une direction multipolaire. Alors que les médias mainstream dénigrent à l'unisson toute personne qui ose penser que l'histoire n'a pas commencé le 24 février 2022 et que l'OTAN et le gouvernement américain financent des organisations qui placent des personnes sur des listes qui mettent leur vie en danger. Les nations du Sud global ont bel et bien acquis une vision indépendante des choses. L'extension à l'est de l'OTAN, à plus de 1000 km des frontières russes, qui a été réalisée 6 fois, malgré des promesses contraires, n'a pas pu être dissimulée, pas plus que les efforts de l'Alliance de défense atlantique du Nord pour s'étendre dans la région Indo-Pacifique sous le nom d'OTAN global. Mais surtout, ils ont franchi le Rubicon avec les appels de plus en plus flagrants et arrogants par lesquels les représentants de l'ordre basé sur les règles, de Rule-Based Order, exigent que le monde entier se soumette à leur intrigue et à leur nouveau trafic d'indulgence, comme une taxe carbone ou un échange de quotas d'émissions de CO2, au moyen desquels ils espèrent au moins prolonger encore un peu l'existence du système financier néolibéral désespérément en faillite. Nous assistons actuellement à un changement d'époque, non pas du type de celui évoqué par le chancelier Scholz le 24 février 2022, qui se résume à la militarisation de l'Europe en tant que protectorat des États-Unis. Mais nous assistons à la fin d'une période coloniale qui a duré environ 500 ans et dont les États du Sud global sont déterminés à se débarrasser définitivement avec l'aide de la Chine et de l'initiative Une ceinture, une route, des nouvelles routes de la soie. Ainsi, le président Ramaphosa a récemment demandé à Paris, lors du sommet financier mondial, que la communauté internationale finance le barrage d'Inga. Je cite, « Réalisons-le et nous croirons alors que vous êtes sérieux dans les promesses que vous faites. » Selon les estimations, le barrage coûterait 80 milliards de dollars et produirait au moins 42 gigawatts d'électricité.
d'électricité, ce qui aurait un effet absolument révolutionnaire sur l'approvisionnement en énergie de tout le continent et sur son économie. Fin de citation. Plus de 30 nations ont développé une demande d'adhésion aux BRICS, qui comprendront alors les pays les plus peuplés du monde. La tentative, principalement menée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, de se détacher, de se dérisquer, de se désenclaver de la Chine, pour reprendre cette expression désormais absurde, la Chine, à laquelle tous ces États sont désormais étroitement liés, ne peut conduire qu'à un suicide économique ou à la formation d'un bloc géopolitique tout aussi suicidaire qui porterait également en lui les germes d'une guerre mondiale. Face à ce changement tectonique du pouvoir, qui se produit au maximum une ou deux fois par millénaire, les nations européennes, mais aussi américaines, doivent réaliser si elles veulent coopérer de manière productive avec ce nouvel ordre mondial émergent ou si elles veulent diriger vers une confrontation totale avec l'OTAN, les États-Unis, la Grande-Bretagne et tenter d'opprimer la majorité absolue de l'espèce humaine. En choisissant entre ces deux options, nous testons également notre aptitude morale à survivre. Sommes-nous capables, en tant qu'êtres rationnels, de nous doter, avec les États du Sud global, d'un ordre qui garantisse notre coexistence à tous et qui, comme le disait Leibniz, permette le bonheur des générations futures? Où sommes-nous des mitraillettes humaines, sans âme, uniquement tournées avec haine vers la destruction de l'adversaire supposé? Le fait qu'il ne s'agit pas d'une question académique a été démontré en 4 jours, lors du sommet annuel de l'OTAN à Vilnius, au cours duquel le gouvernement hongrois a fait savoir qu'il n'était pas question d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN tant que la guerre durerait, ce qui devrait être une évidence. Or, les deux principaux think tanks de Berlin, qui sont proches du gouvernement, donc la Stiftung Wissenschaft und Politik et la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, donc des think tanks allemands, ont récemment pris position sur les garanties de sécurité possibles pour l'Ukraine au-delà d'une adhésion formelle à l'OTAN. Même s'il ne s'agit que de réflexions de groupes de pression et pas nécessairement de la politique du gouvernement de Berlin, ces documents méritent la plus grande attention, car leurs acteurs sont typiques, soi-disant, de ces experts qui s'expriment non-stop dans les talk-shows et influencent ainsi le point de vue de la population. Il n'y a pas qu'en France que l'on s'inquiète ces derniers temps de la perte apparemment totale de toute souveraineté de l'Allemagne, qui n'a jamais été en odeur de sainteté d'ailleurs, comme l'a montré l'absence de réaction du gouvernement allemand au sabotage du gazoduc Nord Stream. Il faut maintenant tenir compte du fait que ce think tank, le Stiftung Wissenschaft und Politik, qui conseille entre autres le gouvernement, le Bundestag, l'Union européenne, l'OTAN, l'ONU, a été créé à l'initiative du BND, les services secrets, qui, lors de sa fondation sous l'égide de l'occupant américain en 1962, a accueilli du personnel du service de renseignement militaire, Fremde Heere Ost, et de l'organisation Gehlen. Donc le SWP a d'abord eu son siège à Ebenhausen, une localité proche de Pullach, près du siège du BND, les services secrets allemands. Et donc le DGAP, l'autre think tank allemand, beaucoup plus grand et compte 2800 membres, a été fondé dès 1955 en collaboration et sur le modèle du Council of Foreign Relations américain et du Royal Institute pour les affaires internationales britanniques, que l'on appelle Chatham House. Donc, dans un document de ce think tank du 29 juin 2023, on peut lire sous le titre, je cite, « Du soutien ad hoc aux garanties de sécurité à long terme en tant que membre de l'OTAN ».
qu'en dehors d'une adhésion complète à l'OTAN, il existe deux options qui peuvent garantir réellement la sécurité de Kiev. La première serait une démilitarisation de la Russie par une réduction des forces armées et de l'industrie de l'armement à un niveau qui ne permettrait plus d'opérations offensives. Cela ne serait possible que par des chocs externes, une défaite sans équivoque de l'armée, un renoncement des dirigeants à leur conception néo-impériale, ce qui nécessiterait donc un changement de régime, et la dénucléarisation simultanée du potentiel militaire russe, ce qui est toutefois, pour l'instant, irréaliste. La deuxième option de ce think tank pour l'Ukraine consisterait à se doter d'elle-même d'avoir l'arsenal nucléaire. Donc, voilà la deuxième option. Et au cas où le DGAP, ce lobby à Berlin, a fourni une autre option qui circule sous le nom avec le nom de code Hérisson, symbole d'un armement aussi massif de l'Ukraine, une super armurerie, pour ainsi dire, qui devrait dissuader, en fait, toute attaque potentielle future. Donc la variante proposée par le président de la Commission de la Défense britannique, Thomas Elwood, qui prévoit le soutien d'une coalition de bonne volonté et d'une force d'intervention puissante qu'il a appelée Joint European Defense Initiative, JEDI. En fait, également donc le groupe allemand Rheinmetall a déjà annoncé son intention de construire en Ukraine une usine de chars modernes et d'autres armements. Pendant ce temps, les entreprises d'armement américaines, Grumman, Raytheon, Lockheed Martin, ont financé des réceptions avec du champagne à l'ambassade ukrainienne à Washington, notamment pour célébrer le protocole d'accord que le plus grand prestataire de services financiers du monde, BlackRock, qui gère une fortune de 10 000 milliards de dollars, a conclu avec le gouvernement ukrainien. Et ce JEDI ne doit donc qu'aider à faire pont pour l'adhésion à l'OTAN, était indispensable à long terme. L'objectif est d'ancrer irrévocablement l'Ukraine dans les structures euro-atlantiques par justement cette Joint European Defense Initiative. La priorité est donc d'expliquer de manière proactive à la population ukrainienne le sens, le but, les objectifs d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et d'agir contre les institutions qui sont présentes comme appartenant à la société civile, comme l'Institut Schiller, mais qui sont en fait soi-disant contrôlées par l'État russe. Pour votre information, nous ne le sommes pas. Je le dis pour l'enregistrement. Quel cauchemar! L'Ukraine a été en grande partie détruite, doit être transformée en un pays en proie aux armes, avec ce hérisson, ou alors plutôt une vache à lait permanente pour le complexe militaro-industriel des deux côtés de l'Atlantique. Ce sera un conflit gelé qui pourra être réactivé à tout moment, comme un franchissement permanent des lignes rouges de la Russie, qui doit, entre-temps soi-disant, être ruiné, comme l'a dit Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, ou durablement affaibli, comme l'a dit Lloyd Austin, secrétaire à la défense britannique, l'Institut royal britannique des affaires internationales, ou Stoltenberg, le dirigeant de l'OTAN. Pas une seule pensée pour une fin de la guerre par la diplomatie, pas de négociation de paix, pas de vision positive pour la population ukrainienne, et encore moins un ordre de paix pour le monde dans son ensemble. Quel esprit laid, destructeur se présente face à nous. Aucune émotion humaine n'influence la pensée froide, comme un robot guidé par un algorithme vermoulu. Mais le gouvernement américain a décidé de donner des bombes encore plus puissantes à l'Ukraine. Mais l'arrogance d'appartenir au camp des soi-disant bons, des good people,
et donc de pouvoir proposer impunément les choses les plus horribles, rend également ces gens-là aveugles. La réalité n'est pas du tout que l'économie russe s'effondre, bien au contraire. La croissance économique s'est levée en mai à 5,4%, alors que l'Allemagne est officiellement en récession et contrainte par les sanctions, la Russie a dû reconstruire à son avantage de nombreux secteurs de production sur son propre territoire et réorienter ce commerce coupé de l'Occident vers l'Asie, où se joue maintenant la musique de l'économie mondiale. Le secteur financier transatlantique, quant à lui, est assis sur une bulle de 2 millions de milliards de contrats de produits dérivés. C'est 2 avec 15 zéros derrière, ce qui signifie en fin de compte un endettement désespéré et définitif du système. Les banques centrales, apparemment complètement désorientées, oscillent entre l'assouplissement quantitatif et renflouer les dettes, augmenter les dettes. Mais c'est Joseph Borrell, le haut représentant pour l'Union européenne pour la politique étrangère, qui a tiré la sonnette d'alarme en déclarant lors d'un récent discours à l'Académie diplomatique européenne de Bruges que l'Europe était un jardin, tandis que la majeure partie du reste du monde était une jungle qui pouvait envahir ce jardin. Alors, ni les peuples d'Asie, dont certains ont une culture vieille de 5000 ans, et qui, avec les autres pays du Sud, sont depuis maintenant longtemps en train de mettre en place un nouvel ordre économique mondial, et où M. Borrell est désormais considéré comme un humoriste qu'on n'a pas envie d'inviter dans nos pays, ni les presque 50% d'entreprises allemandes qui quittent le pays actuellement à la hâte en raison de la mauvaise gestion du gouvernement allemand et des prix de l'énergie qui ne sont plus abordables, ne pouvant plus s'accommoder avec cette vision. Donc cette comparaison du jardin déplacé de Borrell nous rappelle la 10e de l'acte 2 de la pièce de Don Carlos de Schiller. Lorsque le marquis de Posa, qui se considère comme un citoyen du monde et qui porte dans son cœur la libération des Flandres du joug espagnol, se retrouve face au roi Philippe II, le souverain absolu de l'Espagne de l'époque. Le royaume dont on disait alors qu'il ne se couche jamais. Donc, Philippe dit de façon très similaire: regardez autour de vous, dans mon Espagne. Ici, le bonheur du citoyen fleurit dans une paix jamais nuageuse. Et ce repos, je l'accorde aux Flamands. Ce à quoi le marquis de Posa répond: le calme d'un cimetière. Et vous espérez arrêter le printemps général qui rajeunit la forme du monde? Vous voulez seul, dans toute l'Europe, se laisser entraîner dans la roue de la catastrophe mondiale qui ne cesse de s'étendre. Se jeter à corps perdu dans la mêlée. Vous ne le ferez pas. Donc en Allemagne, par exemple, la majorité absolue n'a plus confiance dans le gouvernement. Et selon les derniers sondages, 79% ne sont pas satisfaits de la politique du gouvernement. Ici en France, nous avons vu récemment ce qui s'était passé dans le tissu social de ce beau jardin. Aucun mur ne peut être assez haut pour protéger le beau jardin, estime M. Borrell. Eh bien, nous voyons à quoi ressemblent ces murs aux frontières extérieures de l'Union européenne. Le pape François a qualifié à juste titre les centres d'accueil pour réfugiés dans les pays riverains de l'Europe des camps de concentration, entourés de hauts murs, protégés par des fils de l'OTAN, et dont l'horreur démontrée doit dissuader les gens de s'aventurer dans de petites embarcations en Méditerranée, qui est malheureusement depuis devenu un horrible charnier. Non, Monsieur Borrell, cette Europe n'est pas un jardin. C'est un continent que des hommes politiques compétents comme Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, voulaient faire passer des décombres de la Seconde Guerre mondiale à un avenir meilleur, et qu'une caste politique totalement décadente, qui a mis de côté son devoir de paix, est aujourd'hui en train de conduire à une nouvelle catastrophe qui risque de dépasser de loin les horreurs de la Seconde Guerre mondiale.
Et si de vastes régions du monde en dehors de l'Europe ressemblent peut-être à une jungle, selon M. Borrell, c'est parce que l'Europe n'a pas aidé à développer l'Afrique au cours des siècles passés, mais que des familles connues dans le monde transatlantique ont bâti leur fortune sur le commerce des esclaves, profitent du commerce de l'opium ou tirent profit de l'héritage moderne du colonialisme, de cette économie de casino où les riches déterminent les règles dans un monde fantastique organisé selon leurs propres règles. Ou peut-être que d'autres régions sont des jungles, parce que les armées d'intervention transatlantiques s'y sont installées, comme l'OTAN l'a fait pendant 20 ans en Afghanistan, une période pendant laquelle rien n'a été construit, et laissé le pays en ruine. Ou comme en Irak, qui a été bombardé pour le faire retourner à l'âge de pierre, qui était un pays en pleine modernité, et où Madeleine Albright a estimé que la mort de 500 000 enfants irakiens était un prix raisonnable pour avoir le droit de continuer à ruiner ce pays. On pourrait continuer la liste des raisons pour lesquelles certains pays du monde ne sont pas des jardins, la Syrie, le Yémen, la Libye, Haïti et ainsi de suite. Mais il y a une solution. Les nations du Sud global, dont l'existence vient d'être révélée par le G7, soit ils viennent de découvrir, voilà, lors du sommet du G7, et qui représentent aujourd'hui l'écrasante majorité de l'humanité, qui sont depuis longtemps en train de se défaire des chaînes du colonialisme moderne et de créer une nouvelle monnaie internationale, de nouvelles banques de développement, un nouveau système de crédit. Plus de 30 pays ont demandé à devenir membres des BRICS+, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Union africaine, l'Alliance asiatique, l'Union économique eurasiatique, le Mercosur et d'autres organisations ont commencé à effectuer leurs échanges commerciaux dans des monnaies nationales. 151 pays coopèrent désormais avec les nouvelles routes de la soie ou l'initiative Une ceinture, une route, qui fête justement cette année son 10e anniversaire et qui, au cours de cette décennie, a réussi à faire en sorte que le nom de pays en développement s'applique aux pays du Sud. Ici en Europe et même en Amérique, nous devons abandonner la tentative, de toute façon vouée à l'échec, d'endiguer l'ascension de ces pays par un découplage ou un dérisquage, de-risking, mais nous devons remplacer la confrontation qui ne profite de façon comme complexe militaro-industrielle par la coopération. L'Allemagne, la France, l'Italie et toutes les autres nations européennes doivent faire partie du nouveau paradigme des relations internationales. Notre classe moyenne, qui fait actuellement faillite avec l'ancien paradigme, peut non seulement nous aider à construire le barrage d'Inga, mais aussi à réaliser le projet Transaqua, qui fournira de l'électricité à 12 autres États africains. Et nous pouvons coopérer avec la Chine pour équiper tout le Sud global d'un système ferroviaire de train à grande vitesse, construire des ports, des voies navigables, reverdir les déserts par le dessalement à grande échelle de l'eau de mer et même construire de nouvelles villes. Oui, et tant que nous y sommes, nous pouvons aussi rénover nos propres infrastructures qui sont en très mauvais état, au lieu d'enrichir l'industrie de l'armement et d'appauvrir la population, au lieu de réparer nos écoles, de remettre le système de santé en état de fonctionnement, intensifier la coopération internationale sur le projet de fusion thermonucléaire ITER en programme CRASH, afin de parvenir le plus rapidement à l'exploitation commerciale de l'énergie de fusion et nous épargner toute la pollution de l'environnement et la destruction des paysages avec ses innombrables éoliennes. Et nous pouvons reconstruire l'Ukraine en tant que pont entre l'Europe centrale et la Russie, dans le cadre de cette nouvelle route de la soie. Nous nous engageons à mettre l'Europe et l'Amérique sur cette voie. Et souvenez-vous, nous, de ce que Posa a dit au roi Philippe dans la fameuse pièce Don Carlos de Schiller, et ce que nous disions à tous les Borrell d'aujourd'hui. Je cite, « Abandonnez l'idolâtrie contre nature qui nous détruit.
Ils veulent planter pour l'éternité et semer la mort. Une œuvre si forcée ne survivra pas à l'esprit de son Créateur. Rendez-nous l'appareil. Ce que vous nous avez pris, laissez donc généreusement, comme le fort, le bonheur humain de votre corne d'abondance, jaillissent les esprits dans votre édifice mondial. Donnez. Ce que vous nous avez pris, rendez-le. Devenez un roi parmi des millions de rois. Eh bien, nous n'avons plus besoin de rois aujourd'hui, mais en modifiant les mots de Ponza, faites fleurir un jardin parmi des millions de jardins. Merci à tous.